Salam alaikum, Mazouflaoun. Bonsoir. Les aspects les plus décisifs qui distinguent les pays les plus accomplis de ceux qui ne sont pas très vivables ne sont pas dans la richesse économique, ni dans les grands principes moraux déclamés du haut des tribunes en tout genre, mais dans les règles prégnantes, indéfectibles, ancrées dans l'être social le plus profond, qui régissent les droits de chacun et de tous à l'égalité, à la dignité, à la justice, à la liberté sous toutes ses formes. Des droits qu'aucune circonstance, ni aucune vicissitude ne peuvent prescrire, en aucun cas. Ces nations-là ont atteint leur âge d'or. Elles se sont accomplies, elles ont extirpé leur peuple de leurs conditions primitives, de leurs conditions animales. Les autres, ces semblants de nations où les peuples sont réduits plus ou moins en esclavage, pour dire les mots comme ils sont, où nul n'est à l'abri de l'abus, de l'oppression, de l'injustice, de l'incarcération, de la torture, du viol, du déclassement social, de la confiscation de sa volonté politique, de la confiscation de sa liberté d'expression, du règne de la fraude électorale. Ces nations-là, même si elles affichent parfois tous les dehors d'une prospérité ô combien trompeuse, tombent inéluctablement entre les mains des plus vils, des plus retors, des plus malhonnêtes, des plus incompétents, qui ne reculent devant aucun moyen pour s'approprier le bien commun, pour réduire au silence quiconque ose les contester. Il s'ensuit, malheureusement, de ces abus, de cette oppression, un processus mortifère qui finit d'altérer le peu de valeur qui n'avait pas encore été annihilé. Et c'est ainsi que malgré leur richesse naturelle, ces pays vivent sur des volcans, sur un fil du rasoir, et ne sont libérés de leur garde-chiourme que pour tomber dans des chaînes d'autres garde-chiourmes. Le plus curieux, et qui devrait interpeller toutes les consciences, et que ce sont les nations dont on a parlé en premier, celles qui ont réussi à instaurer dans leur système ces valeurs de démocratie et de droits de l'homme, qui se trouvent être responsables de ce qui se passe dans les secondes. Oui. Il se trouve, très malheureusement, que ces nations développées, pour des raisons et d'autres, souvent sordides, souvent inavouables, soutiennent les dirigeants des secondes et les imposent à la tête de leur peuple. Prenez les pays occidentaux, ces pays matriciels des droits de l'homme. Ils soutiennent et portent à bout de bras les despotes des pays du Sud contre leur propre peuple. Ils soutiennent ces despotes même quand ceux-ci empêchent leur peuple d'accéder à plus de droits, plus de démocratie, fût-ce au prix du sang. Ils les soutiennent et poussent l'atrocité de leur attitude jusqu'à couvrir les massacres qu'ils commettent contre leur peuple au nom d'obscures raisons d'État. Et ainsi, au moment où leurs propres sociétés vivent dans le respect du droit et de la liberté, dans le civisme, dans le confort, dans le partage, les autres peuples sont livrés par ces dirigeants occidentaux à des brutes sanguinaires. Parfois, au nom de grands principes, toute honte bue. Des conséquences de plus en plus massives commencent à se faire ressentir dans ces pays de droit qui soutiennent nos despotes. Ce sont maintenant des millions des nôtres qui tentent, coûte que coûte, parfois au prix de leur vie, de s'arracher de leurs terres et de migrer vers ces Eldorados, vers ces pays vertueux. Bientôt,
quand la nocivité de nos dirigeants plongera nos pays respectifs dans des faillites abyssales, nos migrants ne se compteront plus par millions, ni par dizaines de millions, mais par centaines de millions, qui vont déferler sur les terres occidentales. Parce que c'est la connivence de leurs dirigeants avec nos despotes qui nous aura amenés à cette tragique extrémité. Aujourd'hui, je vous prie de m'excuser, j'étais perdu dans mon élan. Aujourd'hui, ce n'est pas le top 3, donc c'est une couverture spéciale. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une dizaine de personnes pour discuter de ça. Notre émission durera environ 1h30. Nous allons commencer par recevoir des citoyens et des militants des droits de l'homme dans une première partie. Ensuite, nous recevrons des avocats et des juristes. Nous allons commencer par Aziz, mère de disparus forcés. C'est comme ça que nous dirons à l'avenir, mère de disparus forcés, parce qu'il n'a pas disparu de lui-même. Aziz, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Benchenouf, et je vous remercie pour l'invitation. Merci, Blemzia, Madame Aziz. Alors, en cette occasion de Journée internationale des droits de l'homme que nous n'avons pas couvert avant-hier exprès, de façon délibérée, nous avons voulu laisser passer 2 jours pour voir un peu, pour prendre du recul. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Est-ce que cette journée a été commémorée, fêtée de façon comme elle aurait dû l'être, je veux dire? Est-ce que la société civile s'est investie, qu'elle a occupé la rue, qu'elle est sortie, qu'elle a manifesté à vos côtés? Eh bien, pour commencer, Monsieur Benchenouf, je parlerai de la journée des droits de l'homme. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme en Algérie. Les droits de l'homme, le droit des citoyens est bafoué, est complètement bafoué. Donc, on est sorti comme d'habitude. Mais vous savez que tout le monde, maintenant, les gens ont peur. Les gens ont peur de parler et ont peur parce que ils ont rétrogradé maintenant, ils ont repris la manière de bousculer les gens, d'intimider les gens, de faire peur aux gens. Donc moi, je parle de moi personnellement, moi j'irai en enfer pour mon fils, sincèrement. Voilà. Je ne réclame rien, je ne demande rien. Je demande quelque chose de légitime. Je demande la vérité et la justice sur le sort de mon fils. Voilà. Je voudrais connaître où est-ce que mon fils ne s'est pas évaporé en l'air. Il y a quelqu'un qui est venu le prendre de la maison. Et il l'a pris et depuis ce jour, je n'ai aucune nouvelle. Donc, moi, je ne cesserai pas de sortir dans la rue et de marcher dans la rue dans la mesure où je pourrai. Je sortirai et je clamerai haut et fort, rendez-moi mon enfant, donnez-moi la vérité, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait de mon fils. Voilà, c'est clair. Et pour moi, ça ne marche pas. Ils vont pas m'intimider, ils vont pas me faire peur, parce que ce que je demande, c'est quelque chose de légitime. Qu'ils me donnent la vérité, quelle qu'elle soit. Madame Aziz, ça fait maintenant des années et des années que vous vous battez, vous et toutes les familles de victimes des enlèvements, des séquestrations, des disparus forcés. Mais vous restez seul, malheureusement. Très peu de gens vous ont rejoint de votre combat. Vous n'êtes pas amer? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des familles qui habitent loin, des fois j'ai honte de le dire, mais je le dis. Il y a des gens qui habitent loin, qui n'ont même pas de quoi prendre le transport pour arriver à l'endroit où on se rassemble, où on fait notre sit-in hebdomadaire du mercredi. Donc il y a des mamans qui sont malades, il y a des mamans qui... On est en train de se battre contre un mur qui ne veut pas se démolir. Mais ce n'est pas... Nous, on continuera à nous battre.
et à forcer ce mur et on arrivera, Inch'Allah, à forcer ce mur. Merci, voilà. Aziz. Barakallahu fik. Merci, en espérant vous revoir bientôt. J'accueille Wassila Ballatarch, elle aussi, sœur de disparus forcés. Wassila Ballatarch, merci d'avoir accepté notre invitation. Jamal, de nous inviter à chaque fois. C'est à vous qu'il faut remercier. C'est vous qu'il faut remercier. Merci. Non, c'est tout à fait normal. Le Magharibiya a clairement affirmé qu'elle se tiendra à vos côtés jusqu'à ce que la vérité soit faite. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors, dites-nous, Wassila Ballatarch, quoi de neuf dans votre combat? Bon, pour notre combat, on risque pas d'avoir du neuf du moment que nous sommes sous le même système. La question de la disparition forcée ne se réglera que s'il y a un travail de force indépendante, un travail d'une élite digne du nom d'élite et dans un cadre de justice transitionnelle. Mais sinon, il n'y aura pas de nouveau. Si on tient à cœur notre cause, c'est tout simplement pour que l'histoire retiendra que dans l'Algérie qui a chassé le colonisateur après 1 siècle et 30 années, que dans l'Algérie indépendante, il y a eu quand même des femmes et des hommes qui se sont battus pour des décennies pour que la vérité éclate sur le sort de leur famille, leur membres. Mais Wassila Ballatarch, comment expliquez-vous que dans ce pays, une telle violence qui vous a été faite, une telle injustice, 20 000 personnes qui ont été arrachées à leur famille, parfois dans des conditions absolument inénarrables, dont on sait très bien aujourd'hui qui les a enlevés. C'était ce qu'ils appellent, eux, les agents honorables de l'État. Comment expliquez-vous qu'après une telle violence et après un tel combat que vous avez mené aussi admirable, vous restez seul? Pourquoi la société civile ne s'implique-t-elle pas? Pourquoi les Algériens et les Algériennes ne vous rejoignent-ils pas dans votre magnifique combat, dans votre juste combat? D'abord, ça s'explique. L'État, enfin, les criminels au sein de l'État ont fait qu'il y ait une terreur. Il n'y a qu'une terreur qui a touché les esprits beaucoup plus. Donc, ces gens ont également peur. Mais je ne vais pas dire qu'actuellement nous sommes seuls parce que bon, depuis pratiquement 2 ans, il y a des jeunes qui viennent nous aider, qui participent à nos rassemblements et c'est un bon signe. C'est des jeunes donc, qui n'ont pas forcément vécu la décennie noire, mais qui sont conscients de notre cause, de notre juste cause et qui comprennent également que la disparition forcée est le fait des services de sécurité. Donc on lutte pour ça. Merci Wassila Ballatarch, en espérant vous revoir bientôt, à chaque fois qu'il le faudra pour parler de cette tragique histoire d'enlèvement. Je reçois à présent Zahra Boras, militante des droits de l'homme et sœur de Hassan Boras, qui se trouve en ce moment en prison, journaliste et militant des droits de l'homme. Zahra Boras, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Jamaldine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Zahra, dites-nous un peu, à l'occasion de cette journée internationale des droits de l'homme, qui a été commémorée hier dans des conditions qu'on sait. Si vous nous parliez de votre frère, Hassan Boras, dans quelle situation il se trouve, que se passe-t-il à son sujet? Eh bien, pour célébrer, comme le célèbre, désormais, j'avais fait un post il y a près de 2 jours, le 9 décembre. J'ai écrit que je porterai le deuil demain. Et comment se peut-il que les ONG algériennes célébreront la journée mondiale des droits de l'homme, Monsieur Jamal, alors que l'un de ses défenseurs est dans les geôles de la mafia algérienne? C'est quoi pour moi les droits de l'homme? Hassan Boras, tout le monde le connaît, c'est un journaliste indépendant et défenseur des droits de l'homme. Bon, il a été arrêté et toujours victime des violations même des droits de l'homme. Harcelé, lui et ma famille, on est harcelé depuis tout le temps, suivi, contrôlé. Même on contrôle ses déplacements, ses écrits,
à chaque fois interpellé par les services avec un grand S, et cela durant depuis 2003. L'année de son arrestation, je ne vais pas vous faire tout un historique. Mais là, je vous parle d'un air très énervé, d'un air très, très, très triste. Vraiment, comment se peut-il? Ça, c'est le cas d'un défenseur des droits de l'homme. Alors, qu'en est-il d'un simple citoyen, M. Jamel? Qu'en est-il d'un simple citoyen? Zahra, Oui. est-ce que vous n'êtes pas amer pour Hassan Bourras qui lui a tant donné, il a défendu tant de gens, Oui. il s'est déplacé, il s'est sacrifié, moi je le connais. Bien sûr. Alors aujourd'hui, il n'est pas seulement abandonné par ses propres confrères, les journalistes, qui ne... Non, qui... attendez, Mais en plus par les... Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur Jamel. Je ne parle pas de vous. Oui. Je ne parle pas de vous. Non, mais je ne dis pas... C'est ridicule. Les médias. Oui, les je parle des médias en général. Des médias Ouais. en général. Oui. Oui, je vous en prie, Zahra. Je peux dire un mot? Je vous en prie, pardon, excusez-moi. Pour intervenir là, Oui. sur votre chaîne très honorée, voilà, ça m'a fait vraiment, je ne vais pas dire que j'ai réfléchi, mais non, j'étais énervée, je suis encore énervée. C'est pas Hassan Bourras qui va perdre, qui va flancher devant ses ennemis, mais non, pas du tout. Je vais vous dire en quelques lignes, parce que je ne vais pas trop parler pour laisser la place à d'autres. Mais Hassan Bourras, même en prison, il défend toutes les causes, y compris les opprimés. C'est, comment dire, c'est le doyen et c'est l'amoureux des causes humanitaires. C'est pas mon frère, moi c'est un exemple. Pour moi, je suis très 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 fière. Même emprisonné, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui a montré et qui a redonné des leçons de défense de droits de l'homme, même aux ONG internationales. Je ne suis pas là pour faire des éloges à mon frère. Il a donné des leçons aux droits de l'homme, y compris en Algérie. C'est l'enfant du Sud, Hassan Bourras. C'est l'enfant qui a beaucoup sacrifié sa vie. Il a même sacrifié sa famille à cause de ce qu'on appelle les droits de l'homme, alors qu'ils sont violés, même par eux-mêmes. On est très faible. On est là, dans un silence. On dort. On est dans un coma. Les droits de l'homme en Algérie sont dans un état comateux, et je le redis. Où sont ces défenseurs des droits de l'homme qui sont toujours là? On les voit faire de la pub. Quand on leur verse du blé, là, ils sont présents. Mais un militant, c'est son courage et sa conviction. C'est ses principes. Moi, je suis fière. Et j'embrasse chacun de ses confrères et chacun de ses compatriotes qui le solidaire sur ma page sur Facebook, y compris vous, Monsieur Jamel, qui a fait beaucoup de travail. Je ne suis pas là pour vous faire des éloges, mais vous avez défendu Hassan Bourras mieux qu'un défenseur lui-même. Mais je salue Monsieur Maître Ahmin, qui a toujours été présent. C'est vraiment le militant exemple. C'est le doyen émérite, un prix Nobel des droits de l'homme, Monsieur Ahmin. Vraiment, je le salue. Je vous Vraiment, remercie, je suis Zahra. Et merci et bon courage. Et j'espère. Merci, Zahra, mais vous avez de quoi être fier de votre frère. Je suis moi-même très fier de Hassan Bourras pour tout ce qu'il a donné à la cause des droits de l'homme et pour toute cette fierté qu'il a apportée à la profession de journaliste. Je le remercie du fond du cœur. J'accueille à présent Mohamed Oulehlou, membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme, membre du FIS aussi, très actif sur les réseaux sociaux. Mohamed Oulehlou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamel, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. Et je salue par la même occasion tous vos téléspectateurs et vos invités. En écoutant tout à l'heure parler notre sœur Wassila, elle m'a rappelé ce jour-là, l'anecdote qu'elle a racontée tout à l'heure
sur l'autre émission avec votre collaboratrice et collègue Besma Lebour, oui. Elle a raconté l'anecdote de l'arrestation. Ben, j'étais là. Elle m'a fait rappeler, en l'entendant parler tout à l'heure, j'étais très déçu. Ça m'a fait très mal parce que ce jour-là, on l'a amené au commissariat de Bnimsous, alors que les de Constantine, qu'elle ne connaît pas Alger. Finalement, on l'a relâché vers 20h30 ou passé vers 21h à peu près. Il faisait nuit de l'hôpital de Bnimsous, alors qu'elle ne connaissait pas Alger. Et c'est moi qui l'ai attendu. On a été ensemble. Je l'ai ramené pour aller vers Kharouba pour prendre un moyen de transport et rentrer à Constantine. Je lui fais ma révérence. Merci. Mohamed Oulahlou, j'aimerais que vous nous parliez de quelqu'un qui est votre ami, Ali Belhaj, Cheikh Ali Belhaj, leader du FIS, aujourd'hui dissous, mais qui est considéré par ses militants comme étant toujours le parti qui existe, ne serait-ce que de façon morale. Dites-moi un peu, quelle persécution subit-il? On nous dit qu'il est harcelé littéralement. Mohamed Oulahlou. Jamal, ce pouvoir qui ne respecte pas l'honneur ni la pudeur d'une femme, comme notre sœur dont je viens de parler, comment respecterait-il les droits de l'homme? Cheikh Ali Belhaj, c'est pour le 6e vendredi de suite. Un système autoritaire, non démocratique qui se nourrit des violations des droits de l'homme et des violations des libertés et des droits les plus élémentaires de l'être humain, comme le droit au culte. Quand on voit Cheikh Ali kidnappé dans la rue par une armada de policiers pour le 6e vendredi de suite et se voit interdire son droit élémentaire, son droit de faire sa prière du vendredi, alors qu'à la mosquée Al-Aqsa, les sionistes n'interdisent pas les âgés de plus de 40 ans de faire leur prière. C'est malheureux de voir comment, et surtout dans la façon dont on l'arrête. Mais vraiment, c'est désolant et c'est vraiment honteux de voir ce comportement envers Cheikh Ali Belhaj. Mais Mohamed Oulahlou, comment expliquez-vous que la presse n'en parle jamais? Est-ce parce que c'est un islamiste? Est-ce que mais les droits de l'homme sont à dimension variable? Ça veut dire qu'ils concernent les uns et pas les autres? Pourquoi cette discrimination dans le traitement de l'information concernant des violations des droits de l'homme des uns et pas des autres? Pour ne pas rentrer dans des considérations partisanes, je vous dirais que je ne vois que la chaîne Al-Magharibia qui couvre cet événement et le citoyen journaliste. La presse en Algérie ou les médias, c'est un outil du système d'ailleurs, comme toutes les institutions. Merci Mohamed Oulahlou. J'accueille à présent Badreddine Guerfa, ex-cadre du FIS. Badreddine Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, est-ce que vous êtes avec nous? Badreddine Guerfa, est-ce qu'il est avec nous, Badreddine? Badreddine Guerfa sera le dernier invité citoyen. Après, nous entrerons dans la deuxième partie de l'émission où nous recevrons des avocats et des juristes. Donc, Badreddine Guerfa, j'espère qu'il est avec nous. Badreddine Guerfa.
Badardine Gerfa, est-ce que vous êtes avec nous? Alain Bek, c'est Badardine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et moi qui vous remercie encore une fois, c'est Jamal. Merci. Alors, Badardine Gerfa, votre sentiment sur cette journée internationale pour les droits de l'homme et des dépassements qui continuent de se produire en Algérie. Il y a eu un rapport très dur d'Amnesty International sur les dépassements qui ont lieu, qui ont cours tous les jours en Algérie. Je vous en prie. Moi, je vais vous étonner, je vais étonner les téléspectateurs. Je vais peut-être étonner Wassila Aziz. Moi, je ne suis pas amer, c'est Jamal, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que je pars du principe que nous sommes dans une reconstitution du militantisme, une refondation du militantisme. Donc, j'ai assisté à des sit-ins pendant des années, et le dernier sit-in que j'ai assisté à Constantine, j'ai senti des choses, j'ai vu des choses nouvelles. Les jeunes s'intéressent de plus en plus, ils participent au débat, ils posent des questions, et il y a une prise de questions-réponses, c'est vraiment pas mal. Maintenant, pleurnicher sur les droits de l'homme de l'Algérie, il me semble que cet État, c'est un État de voyous. On dit État, c'est de façon péjorative. Il a été construit en 62 avec la baïonnette. On ne peut pas attendre d'eux que les droits de l'homme soient respectés, c'est clair. Mais Badardine Gerfa, est-ce que vous n'êtes pas amer de constater qu'aujourd'hui, dans le traitement de l'information, je parle de la presse, il y a comme deux poids, deux mesures. La presse couvre parfois, pas toujours d'ailleurs, les dépassements concernant certains militants, certains citoyens qui sont victimes de violations de leurs droits. Mais quand il est question d'islamistes, généralement, c'est silence radio. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de comportement? C'est un comportement qui pour moi qui est très très clair. Je ne vais pas être diplomate, je vais être direct, si jamais. Oui. Je vais être très direct. En Algérie, il y a eu une crise majeure en 1992, beaucoup de patrons de presse, beaucoup d'associations, beaucoup d'hommes politiques, de l'opposition, beaucoup de gens ont cautionné ce coup d'État, mieux, d'autres ont participé à ce coup d'État, beaucoup se sont enrichis sur le dos des Algériens, sur le dos de 250 000 morts algériens, sur le dos de 20 000 disparus, des centaines de milliers d'Algériens qui sont entrés en prison, dont beaucoup ne sont pas encore sortis, comme les condamnés à mort et perpètes de 1992 dans les tribunaux militaires et les tribunaux spéciaux, avec les juges cagoulés. Tous ces gens-là se sont enrichis, sont fait une place au soleil. Donc, je comprends très bien qu'ils ne peuvent pas aller au fond du problème. Je constate malheureusement que même la coordination de Ta'al de démocratie ne va pas au fond du problème. Je constate malheureusement aussi que certains compagnons de Cheikh Ali Belhaj, par exemple, comme ceux qui assistent à un truc de concertation avec comme M. Ali Jiti ou l'Abou Khamkham ou le Kamal Demazi, malheureusement, on ne voit rien d'eux en ce qui concerne un symbole comme Ali Belhaj. Mais je dis à tout ce monde, soyez sûrs, et je parle d'éléments que je connais, d'un terrain que je connais. Ali Belhaj est devenu, pour beaucoup de jeunes, pour des centaines de jeunes, le symbole de la résistance, le symbole de la justice. Et Ali Belhaj, qu'ils fassent d'Ali Belhaj ce qu'ils veulent, qu'ils interdisent de la prière, qu'ils interdisent du militantisme. Wallah, et c'est Jamal, beaucoup de jeunes, c'est Ali Belhaj bis. Maintenant, j'ai beaucoup d'espoir. Les jeunes commencent à se réveiller. Alhamdulillah, mais c'est vrai. C'est un combat à double. Mais Badardine Gerfa, Oui. et vous-même en tant qu'islamiste, en tant qu'ancien cadre du FIS, pourquoi ne dénoncez-vous pas les abus qui sont commis
contre d'autres qui ne sont pas du même trottoir que vous, si je peux dire, du même trottoir politique. Pourquoi ne condamnez-vous pas, par exemple, la violation de ces droits faite au général Ben Hadid, par exemple? Écoutez, justement, vous parlez du général Ben Hadid, c'est vraiment très judicieux de vous parler du général Ben Hadid. Ben Hadid, voyez comment des gens comme les Hanoun, ou Khalid Atouni, ou Jumal El-Watan, ou plein d'autres, ils parlent du général Hassan, par exemple, comme un héros national, comme je ne sais encore quoi, alors que c'est un criminel comme tant d'autres. Par contre, Ben Hadid, le général Ben Hadid, qui a évoqué des problèmes majeurs, qui a parlé du coup d'État, qui a parlé du contrat national de Saint-Egidio, et qui a dit que c'est une chance historique pour l'Algérie qui a été perdue, qui a parlé du dialogue avec des Erwan, avec les dirigeants du FIS, et qui a dit clairement que c'est les compagnons des Erwan qui ont saboté le dialogue, qui a parlé des gens qui travaillaient sous le DRS, et qui avaient des groupes armés, qui a parlé de tout ça, et qui a dit que l'Algérie peut s'en sortir si on étudiait l'exemple de l'Afrique du Sud, l'Argentine, etc. Personne n'en parle. Tous les journaux parlent comment a été arrêté Ben Hadid, mais personne ne parle du fond de ce qu'a dit Ben Hadid. À partir de... Je lance là un appel à Al-Maghribiya, à tous les gens honnêtes, à toute la presse, pour qu'ils prennent tout ce qu'a dit Ben Hadid pour le débat, même si c'est un débat contradictoire. C'est ça le salut, c'est les débats contradictoires. Mon fils, je vous dis, moi je ne suis pas un cadre des fils, c'est dommage. Je suis un cadre des fils militant depuis 89 jusqu'à maintenant. Nous nous rencontrons, nous faisons des sit-ins. La dernière fois, c'était un sit-in à l'occasion du 16e anniversaire du meurtre du militant Hassani, rahimahullah, d'Ilya Dayan. On a parlé de tous les abus, on continuera à le faire jusqu'à cette jeunesse prenne le relais pour que les jeunes vivent en Algérie librement, pour qu'ils n'aillent pas en Merci, merci Badreddine Guerfa. Merci, je suis obligé de vous interrompre en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Je reçois à présent Sofiane Choueter. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Badreddine, de m'avoir encore invité à votre émission. Merci à vous. Alors, si on parlait du communiqué d'Amnesty International qui vient d'être livré au sujet de ces violations des droits de l'homme en Algérie. Alors donc, Amnesty International a fait ce communiqué puisqu'elle exprime vraiment une crainte de la vague de la répression qui touche maintenant tous les activistes pacifistes. Elle constate que le fait d'exprimer de façon pacifique des opinions politiques, soit sur des réseaux sociaux, comme le cas de Hassan Boras, ou quelqu'un qui exprime aussi de façon des caricatures comme Rich de l'UED, et puis d'autres qui participent dans des manifestations pacifiques pour le droit au travail. Ils ont été emprisonnés, condamnés, poursuivis. Sofiane Choueter, excusez-moi de vous interrompre, le son n'est pas très bon. Vous allez rester avec nous en Skype et on va vous appeler au téléphone. Je vous reprends dans un petit instant. Nous allons recevoir à présent Maître Rachid Mesli, avocat et directeur juridique d'Al-Karama en Suisse. Rachid Mesli. Oui, bonsoir. Bonsoir Rachid, je suis content de vous avoir. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre invitation. Alors Rachid, j'aimerais avant de commencer à parler de ce sujet, de ce terrible sujet des violations des droits de l'homme en Algérie, vous demander des nouvelles de quelqu'un qui est complètement oublié, mis de côté dans une affaire très sombre, très trouble, celle de l'attentat de l'aéroport d'Ar el-Bayda d'Alger, l'Askari Jamal, qui est en train de pourrir, de croupir en prison depuis plus de 20 ans, complètement oublié de tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Oui, malheureusement, Askari Djamel est en prison depuis 23 ans aujourd'hui. Il a été accusé d'avoir participé à l'attentat de l'aéroport d'Alger et le tribunal criminel d'Alger lui-même l'avait mis hors de cause à propos des faits qui lui étaient reprochés. En dépit de cela, Djamel Askari, qui était un architecte, qui avait un brillant avenir devant lui, a été arrêté et détenu, torturé et finalement condamné à mort sous prétexte de cet attentat. Mais en réalité, Djamel n'a jamais, comme d'autres d'ailleurs, n'avait rien à voir avec les faits qui lui étaient reprochés. Et malheureusement, Djamel, en dépit de cette fameuse ordonnance sur la réconciliation nationale, n'a jamais bénéficié d'une libération, alors que d'autres personnes qui étaient impliquées directement dans des crimes ont été libérées. Il n'a pas été libéré pour la simple raison qu'à l'époque, le général Toufiq, qui n'était pas d'accord avec son père, avait décidé, malgré tout et en violation de la loi elle-même, de le garder en prison. Rappelez-nous qui est son père. Rappelez-nous. Djamel Askari est le fils du colonel Ammar Abou Glez, qui est un héros de la révolution algérienne et qui a démissionné en 62. C'était un officier de l'ALN, de la véritable ALN de la révolution, et qui a démissionné en 62 parce qu'il protestait contre le fait que des officiers de l'armée française avaient été intégrés dans l'ANP. Voilà, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Djamel Askari continue à payer et continue à rester en prison depuis aujourd'hui 23 ans. Voilà comment la loi et cette fameuse ordonnance sur la réconciliation est appliquée en Algérie. Alors, avant d'en venir au sujet, dites-nous qui est Al-Karama pour certains de nos compatriotes qui ne savent pas encore qui est Al-Karama. Alors, Al-Karama, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Nous travaillons sur le monde arabe et nous travaillons sur les droits de l'homme le noyau dur des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits à la vie, le droit à l'intégrité physique et le droit à la liberté. Vous savez, quand on parle de droits de l'homme, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un noyau dur des droits. Sans la garantie du droit à la vie, sans la garantie du droit de ne pas être arrêté et torturé, il est vain de parler des droits de l'homme. Vous savez, quand quelqu'un a peur pour sa vie, a peur pour son intégrité physique, quand quelqu'un a peur d'être arrêté, détenu et condamné arbitrairement, il est vain de lui demander de s'exprimer, de créer une association ou de revendiquer les autres droits. Donc, Al-Karama, nous travaillons sur les violations les plus dures des droits de l'homme dans le monde arabe, essentiellement en faisant des rapports et en faisant des plaintes individuelles aux procédures spéciales des Nations Unies. Ce sont des procédures qui ont été créées et instituées par le système de l'ONU des droits de l'homme pour protéger et promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Donc, nous utilisons ce système de protection des droits de l'homme pour essayer de faire avancer la cause des droits de l'homme dans les pays arabes. Rachid Mesli, il s'est passé ce qu'il s'est passé pendant la décennie rouge ou noire, selon qu'elle est appelée par les uns ou par les autres. 250 000 de morts, 20 000 disparus au moins, des dizaines de milliers de gens torturés, 1 million de déplacés, des carnages collectifs, et j'en passe. Et malgré ça, il ne s'est rien passé. C'est l'impunité la plus totale. Alors qu'en fait, il n'y a même pas eu d'amnistie, il n'y a pas eu de véritable pardon. Nous connaissons un peu le dispositif scélérat qui a été mis en place. Essayez de nous parler un peu de cet aspect de l'impunité pour les crimes qui ont été commis contre les droits de l'homme en Algérie. Oui, vous avez raison de dire qu'il s'agit de crimes. Ce sont des crimes massifs, systématiques, qui ont été commis pendant près d'une décennie
par les services de sécurité algériens qui étaient patronnés par le DRS à l'époque, qui continuent d'ailleurs qui ont continué longtemps d'ailleurs à être placés sous la tutelle directe du DRS. Évidemment, ces crimes jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été punis, alors que de nombreuses voix se sont élevées pour dire qu'il s'agissait d'abord pour qualifier ces crimes, pour qualifier ces violations massives de crimes contre l'humanité. Vous savez, ce ne sont pas seulement des violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées en Algérie, ce sont de véritables crimes au sens du droit international des droits de l'homme. Quand on parle d'une ou deux ou 5 disparitions, c'est peut-être des violations, c'est peut-être des agents qui ont commis des erreurs individuelles, mais lorsque l'on sait qu'une politique a été instituée, a été décidée par les chefs des services de sécurité de l'époque pour réprimer des milliers et faire disparaître des milliers d'Algériens, on ne peut parler que de crimes contre l'humanité au sens du droit international. Évidemment, comme vous l'avez rappelé au début de votre émission, il y a un petit peu ce double standard des droits de l'homme et cette complicité qui existe même au niveau international. On parle aujourd'hui, par exemple, volontiers des crimes ou des violations qui sont commises par des pays comme la Chine, comme Cuba, comme l'Iran ou comme le Venezuela pour des raisons politiques, mais on parle beaucoup moins des violations qui sont commises par les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite ou l'Irak et a fortiori dans les années 90, la communauté internationale malheureusement ne voulait pas trop parler des violations. Vous avez bien fait aussi de dire qu'il y a de bonnes victimes qu'on défend et il y a aussi les mauvaises victimes dont on ne veut pas trop parler, même si on sait qu'elles sont des victimes de violations très graves des droits de l'homme. Mais est-ce que ces crimes sont imprescriptibles malgré ce dispositif scélérat de la réconciliation nationale, ou supposé être réconciliation nationale? Alors écoutez, d'abord sur le plan international, il faut savoir que cette ordonnance sur la réconciliation nationale est considérée comme une violation par l'Algérie de ses obligations internationales. Ce texte qui a été pondu par le régime algérien, cette ordonnance sur la réconciliation nationale, est illégale sur le plan international. Elle contient des dispositions qui sont contraires aux engagements de l'Algérie. Donc c'est pour ça d'ailleurs que de nombreux experts de l'ONU, que le Comité des droits de l'homme, que le Comité contre la torture de l'ONU ont demandé aux autorités algériennes d'abroger cette ordonnance sur la réconciliation nationale parce qu'elle viole le droit international d'abord. Et bien évidemment, elle viole également le droit des citoyens algériens qui n'ont plus le droit de recourir à la justice pour faire valoir leurs droits. Je reviens à vous dans un instant, Rachid Mesli. J'accueille à présent Soufiane Chouitel. Je crois qu'on a rétabli la communication. Soufiane Chouitel, vous êtes avec nous en Skype et au téléphone, je crois. Oui. Alors, donc je voudrais reprendre ce que vous étiez en train de dire au sujet de ce communiqué d'Amnesty International. Alors, donc Amnesty International, suite à une vague de répression récemment qui touche à des activistes pacifistes, dont Hassan Boras, le caricaturiste Tahar Chiche et d'autres, sur la simple base qu'ils ont exprimée de la manière pacifique des opinions politiques. Donc ils ont été l'objet des poursuites pénales et des condamnations et d'emprisonnement. Donc, Amnesty International, d'un côté, a exprimé ses inquiétudes de cette pratique, mais en même temps de son inquiétude que dans le code pénal algérien, il y a des dispositions
législatives qu'en fin de compte, on les utilise pour violer le droit à l'expression, pour brimer toutes les contestations pacifiques. Mais en même temps, elle dénonce ces violations et ces actes arbitraires commis par le régime, en violation, comme l'a été souligné par Rachid Mesli, en violation des obligations algériennes au niveau international, mais en même temps, c'est une violation aussi de différentes dispositions de la Constitution algérienne qui garantissent les droits et les libertés. En ce moment, en Algérie, c'est le retour aux arrestations arbitraires, de façon quasiment... ça veut dire qu'ils ne se gênent plus en plein jour, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la justice à disposition pour avaliser ces arrestations, leur donner un caractère légal. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Écoute, les arrestations, la répression n'était pas... ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Tout à l'heure, Maître Mesli l'a souligné sur les violations de façon systématique et généralisée depuis le coup d'État de janvier 1992, qui peuvent être constitués comme ou qualifiés par le droit international pénal comme des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Mais en matière de violation des droits, de droit à la liberté d'expression, de droit à la liberté, etc. Donc le régime a été toujours, il a plusieurs instruments qui les utilisent. Alors il y a la justice qui, malheureusement en Algérie, ce n'est pas un organe de protection des droits et des libertés, mais beaucoup plus un organe de répression utilisé par le pouvoir pour réprimer toute contestation pacifique, et non seulement en matière de liberté. Je vous rappelle par exemple la période du ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a utilisé beaucoup la justice pour interdire le droit à la grève des syndicats d'enseignants. Donc même certains droits sociaux et économiques, ils ont été violés en utilisant la justice comme un moyen de répression, malheureusement là. Bon, vous savez, la justice est liée toujours à la nature du pouvoir politique. On ne peut pas parler d'une justice libre et indépendante et forte qui garantit les droits et les libertés des citoyens s'il y a le régime ou la nature du régime politique qui est un régime autoritaire, despotique et dictatorial. Donc c'est lié. Hein. On peut pas dire. Je peux pas avoir un régime politique despotique et en même temps une justice indépendante. Voilà, donc si on veut vraiment construire une justice indépendante, il faut changer le régime et construire un régime démocratique élu par le peuple et qui est responsable périodiquement aussi devant le peuple. C'est le seul garant qu'on aura d'autres institutions qui serviront le peuple dans la protection de ses droits et des libertés. Restez avec nous, Soufiane Chouetel. J'accueille à présent Nordine Ahmin. Nordine Ahmin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Soufiane Al-Din. Merci à vos invités. Ça m'a fait énormément plaisir d'entendre ces Rachid Mesli. C'est un énorme plaisir de l'entendre aujourd'hui. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'il a enduré. C'est un plaisir. Et aussi, ça m'a fait plaisir d'entendre mon ami et confrère Soufiane Chouetel. Et voilà. Merci beaucoup. Ils vous écoutent tous les deux. Donc, Nordine Ahmin, j'aimerais d'emblée vous demander quelque chose d'assez particulier. Le général Tawfiq, l'homme le plus invisible du pays, presque personne ne connaissait son visage. Ou alors c'est des photos qui ont circulé à la fin de sa carrière qui datent de 30 ans. Des photos qui datent de 30 ans. Lui, aujourd'hui, c'est un homme très âgé, un vieux monsieur. Et on voit que ces photos d'il y a 30 ans. Donc, il n'apparaissait pas, il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas. Et pour une fois qu'il s'exprime, dans la presse, il publie une sorte de lettre ouverte, une sorte de déclaration. Qu'est-ce qu'il défend? Il accuse la justice militaire d'être injuste, d'une certaine façon.
il appelle à la justice, au respect des droits de l'homme, au respect des droits humains pour le général Hassan, qui a été condamné à 5 ans de prison. Je rappelle que le général Hassan, même si les chefs d'accusation n'ont pas été rendus publics, que le général Hassan a été accusé, entre autres délits, d'avoir pu confisquer ou acheter de l'armement militaire en grande quantité à des terroristes libyens et de l'avoir planqué. Ça veut dire au lieu d'avoir remis cet armement à l'armée, il l'a mis de côté, on ne sait pas pourquoi, et c'est pour ça qu'il a été condamné, entre autres choses qui lui sont reprochées. Et donc le général Tawfiq arrive sur son grand cheval blanc, son grand destrier blanc, pour défendre le général Hassan et dire qu'il réclame de la justice, qu'il réclame le respect des droits. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, qu'est-ce qu'on pense? C'est incroyable. Un criminel comme lui qui a justement, c'est l'auteur numéro 1 du moins, il est responsable de tous les massacres, les tortures, les arrestations. Là, il parle de la justice parce que, à vrai dire, moi je ne crois pas cette réaction, c'est plutôt pour se repositionner. Il y a au sommet de l'État, ça bouge, donc il faut justement s'afficher, il faut défendre en quelque sorte son carré, son territoire, c'est ça. Ce n'est pas le général Hassan lui-même qui l'inquiète, que son sort vraiment l'intéresse, mais plutôt c'est son propre avenir en fin de compte, parce que si ça continue comme ça, il risque lui-même, et le général Hassan, pour ce qui est des chefs d'accusation, je crois qu'ils ont supprimé la détention d'armement et tout, ils ont retenu, je crois, 2 chefs d'accusation apparemment, selon les déclarations de ses avocats. Hein. C'est la destruction des documents, quelque chose comme ça, il n'a pas obéi aux ordres, c'est tout. Ils ont retenu des chefs d'accusation qui ne sont pas aussi graves que ça. Le reste, ils l'ont mis de côté. Je suppose que c'est un compromis qui a été trouvé entre les deux pôles, les 2 antagonistes. Et il me semble, là, ils ont trouvé un terrain d'entente en disant, voilà, on va retenir ceci pour justement avoir une condamnation de 5 ans au lieu d'avoir une autre beaucoup plus grave. Donc tout cela, c'est du cinéma. Alors que Hassan Boras encourt la peine de mort. Hassan Boras encourt la peine de mort. Absolument. C'est complètement incroyable, c'est hallucinant. Hassan Boras est accusé d'inciter les citoyens à prendre des armes contre l'autorité de l'État. Alors expliquez-nous une chose, Maître Ahmed, expliquez-nous une chose. Oui. Un général est trouvé en possession d'une très importante quantité d'armes de guerre. On ne sait pas ce qu'il voulait en faire. On ne retient contre lui que la destruction de documents. Et un citoyen, militant des droits de l'homme, journaliste, qui se bat pour ses concitoyens, pour ses compatriotes, pour leurs droits, il risque une peine de mort pour avoir appelé à la révolte et à la révolution, etc. Il n'a même pas appelé. Il n'a même pas. Attention, dans le dossier de Hassan Boras, il n'y a pas quelque chose qui dit que Hassan Boras a appelé ses concitoyens à se révolter. Tout simplement, tout ce qu'il a fait, c'est de dénoncer. C'est des dénonciations. Il n'y a, jusqu'à présent, on n'a pas rencontré, nous, en tant que défense, quelque chose qui dit que Hassan Boras a appelé ses concitoyens ne serait que pour manifester. Mais alors, pour prendre des armes, ça c'est vraiment, c'est d'aller vraiment loin dans l'imagination. Alors, une autre question. Voilà les 2 poids et 2 mesures de ce monsieur-là, de Tawfiq, qui considère que la condamnation du général Hassan est une injustice. Alors, une autre question, Nordin Ahmed, tout aussi importante. Oui. J'aimerais que vous nous éclairiez sur quelque chose de très bizarre, une sorte d'ovni venu d'on ne sait quelle planète, après avoir eu pendant des décennies des gens genre Razak Bara, que vous connaissez très bien,
Nous avons eu Oui. ensuite M. Qsemtini, Farouk Qsemtini, que beaucoup d'Algériens qualifient de président de droit de l'omelette. Je m'excuse, ce n'est pas de moi, hein, je ne fais qu'emprunter. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette commission de Farouk Qsemtini. Écoutez, c'est très clair. C'est une commission, c'est un alibi pour le pouvoir pour dire que nous prenons en charge la question des droits de l'homme. C'est là, je me permets même pas de parler de ces gens-là parce que ils sont là justement pour. C'est parmi les raisons que les droits de l'homme actuellement en Algérie sont arrivés à un niveau de faiblesse extraordinaire et ces gens-là ont un rôle déterminant. Et l'histoire retiendra contre eux cette lâcheté, cette trahison envers les droits de l'homme. Parce que quand on a, comme l'a souligné Rachid Msli, 250 000 morts, 20 000 disparus, et on trouve que le pouvoir fait des choses pour les droits de l'homme, ne serait-ce que prendre uniquement ça, c'est vraiment, si ce n'est pas de la lâcheté, je ne sais pas c'est quoi. Restez avec nous, Nordine Ahmed. Nous allons observer un très court intermède, environ 1 minute, et nous revenons à vous. J'accueille à présent Maître Salah Dabouz, avocat et président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Salah Dabouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir appelé. Merci. Alors, Salah Dabouz, je vous ai réservé quelques questions.
Je vais vous demander d'y répondre de façon assez rapide pour pouvoir toutes les aborder. Est-ce que vous pourriez nous parler du rapport 2015 sur la situation des droits de l'homme en Algérie? Le rapport que nous avons préparé au niveau de la Ligue, nous abordons dans ce rapport nous critiquons la situation des droits de l'homme sur 3 axes. Nous pensons que les droits de l'homme en Algérie ont connu pour l'année 2015 l'une des années les plus noires depuis au moins une décennie. Donc, et sur ce plan, nous pensons que nous avons constaté qu'il y a une législation qui se fait en violation de certains principes fondamentaux des droits de l'homme. Nous pensons à l'amendement du Code de procédure pénale et nous pensons aussi à cette nouvelle loi de finances 2016. Nous avons constaté les agissements du pouvoir qui portent atteinte gravement aux droits de l'homme. Nous pensons à un dossier qui est celui du gaz de schiste. Nous pensons à un dossier qui est celui de ce qu'a connu Gherdaya comme violence avec implication directe des forces de sécurité. Et nous pensons aussi à un problème qui est celui des avocats d'Oran qui n'ont pas droit à une défense et qui sont en train de souffrir contre un bâtonnier, et avec une justice qui couvre le bâtonnier d'Oran. Et nous pensons aussi aux arrestations de tous les activistes. L'affaire des avocats d'Oran n'est pas encore terminée, elle est encore en cours. Elle est encore en cours. Il n'y a pas c'est-à-dire il y a des gens il y a des avocats qui sont convoqués devant la justice sur l'initiative du bâtonnier d'Oran. Ils comparaissent presque toutes les semaines. Il y a sur presque 70 affaires, il y a eu une relaxe d'une consoeur. Heureusement, ça fait de cela 2 ou 3 semaines, et puis les autres vont comparaître dans quelques jours. Et le nouveau syndicat des avocats, qu'est-ce qu'il pense, comment il pense agir pour cette... Il vient de voir le jour, un syndicat pour les avocats. Il est inspiré du problème des avocats d'Oran. Il vient de voir le jour. Ils vont organiser, je pense, une conférence de presse incessamment. Il est présidé par un confrère qui s'appelle Maître Houssine Boudan, un jeune avocat très très engagé dans les questions de militantisme. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur ce syndicat. On lui souhaite une longue vie puis qu'il puisse prendre sérieusement les problèmes des avocats, parce que les avocats connaissent beaucoup de problèmes. Alors, les événements de Gherdaya. Pour les événements de Gherdaya, j'étais hier à la prison de Mea, j'ai vu Frère Kemeldine, j'ai vu 25 autres détenus, j'ai vu les détenus de Brian Hidjaj Sardine et Kerouché Nourdine. Ils ont le moral au beau fixe parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait, au contraire, ils sont victimes. Mais en même temps, ils sont en train de souffrir dans la prison de Mea. Fakhar m'a parlé de froid. La prison de Mea n'est pas chauffée. Ils ont très froid. Il y en a qui sont malades, qui n'ont pas le traitement médical adéquat. Nosardine Hidjaj, un ex-PAPC de Brian, est privé de ses lunettes. Sa vue baisse. Et pourquoi il est privé de ses lunettes? Pourquoi il est privé de ses lunettes? Il ne le sait pas, moi-même je ne le sais pas. Ils lui ont confisqué ses lunettes tout simplement. Et donc, et puis il a un problème de vue qui baisse. Il y a un autre détenu qui a reçu un coup de crosse sur la tête lors de son arrestation avec le groupe Frère Kemeldine, qui a des douleurs très très fortes dans les 2 mains. Le médecin de la prison de Mea ne fait que lui donner des calmants et puis il lui donne des somnifères très très forts. Il risque d'avoir un problème grave dans sa tête et puis ça risque de dégénérer, mais il ne bénéficie pas, il n'a pas droit à un scanner, il n'a pas droit à un traitement, donc il m'a fait part hier de ça. Enfin, du point de vue couverture médicale, c'est très très insuffisant. Un autre détenu était en train de souffrir parce qu'il avait une hernie. C'est au bout du 7e jour de souffrance qu'ils l'ont transféré à l'hôpital pour subir une opération. Je l'ai vu sur une chaise roulante. Et donc voilà dans quelles conditions. En d'autres termes, c'est de la torture et de la cruauté mentale. Exactement, c'est de la torture. Les détenus en Algérie, dans toutes les prisons, pouvaient avoir une ancienne bâtisse
qui ne répond pas du tout aux normes, comme c'est le cas de la prison de Ghordaya. Vous pouvez avoir une nouvelle bâtisse qui répond aux normes internationales, comme celle de Mea, mais dans tous les cas, les détenus sont d'abord au moins torturés moralement. Nous avons deux décès à Ghordaya ils ont eu une dépression nerveuse, ils n'ont pas bénéficié de traitement médical. Et je suis certain que tous les détenus d'opinion, ils subissent une Vous nous dites qu'il y a eu deux décès en prison, vous voulez dire? Oui, mais tout le monde connaît ça. Il y a eu en juin et puis quelques semaines après, Baouchi Afari était mort suite à une dépression nerveuse. Il n'a pas été pris en charge au bon moment jusqu'à son décès. Il a été transféré de Mea vers Ghordaya. Un mois après, il a été transféré vers l'Arwat. Il est décédé à l'Arwat. Ben Cheikh Issa est décédé à l'hôpital de Ghordaya, mais en détention, parce que monsieur le ministre de la Justice a fait une déclaration à la presse pour dire que Ben Cheikh Issa était mort dans un hôpital et pas en prison. Je regrette, Ben Cheikh Issa était mort en détention dans l'hôpital de Ghordaya, dans une chambre incarcérale. Il y avait 2 policiers qui le gardaient. Sa famille ne pouvait pas le voir si elle n'avait pas un permis de communiquer. Et personnellement, je considère la déclaration de monsieur le ministre malhonnête, parce qu'il a voulu faire croire aux gens que Ben Cheikh Issa était mort hospitalisé et non incarcéré. Dans tous les cas, sa famille a dit que Ben Cheikh Issa était mort par la faute de l'État, point barre. Donc ça, c'est juste pour vous dire la situation de tous les détenus, surtout les détenus d'opinion. Ce sont des gens qui subissent une torture morale atroce. Ce que j'ai vu en tout cas, et je pense que tous les détenus d'opinion subissent la même chose. Maintenant, moi, je voudrais juste, si vous permettez, M. Jamel, parce que je pense que les atteintes aux droits de l'homme par un système de législation, quand on légifère en violation des droits de l'homme, ça constitue, c'est scandaleux et c'est vraiment grave. Je voudrais parler surtout de ces amendements du Code de procédure pénale. L'article 37 de l'ordonnance qui porte amendement au Code de procédure pénale est tout simplement scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux gens qui sont riches d'éviter des poursuites dans certains délits. Dans le cas d'un chèque sans provision, si vous avez de l'argent et vous avez émis un chèque sans provision, le procureur n'engage pas de poursuite avant de convoquer la personne qui a émis le chèque de sans provision et la victime. Il leur propose une solution. Si l'émetteur du chèque sans provision paye, il évite la poursuite. Donc tout le monde sait que les gens qui ont de l'argent vont forcément payer, parce qu'ils éviteraient par l'occasion une pénalité, enfin une amende du montant du chèque, et ils éviteraient aussi la prison. Donc c'est des dispositions qui protègent les riches et qui exposent les pauvres. En tout cas, on casse une règle fondamentale et universelle, qui est la règle de l'égalité devant la justice et devant la loi. Il y a aussi dans ce même article le délit de détournement de fonds d'entreprises privées. Ça prévoit que celui qui détourne les fonds d'entreprises privées, avant que le procureur n'engage des poursuites, il le convoque, il lui propose de restituer les fonds. S'il accepte, il évite les poursuites. Donc ce sont des lois sur mesure pour mafieux. Mais restez avec nous, Salah Dabouz. Je reviens à vous si je peux. Nous allons faire un dernier tour de micro pour permettre à tous les invités de s'exprimer. À l'aise, ils auront tout le temps. Rachid Messli, est-ce que vous voulez faire des commentaires sur ce qui a été dit? Oui, merci. D'abord, je salue mes confrères et mon confrère Hamim Nourdine. Je voudrais un petit peu... il a soulevé la question de l'institution, la commission Xanteni. Je voudrais simplement rappeler que cette commission a totalement été discréditée sur le plan international, puisqu'à la suite d'un rapport d'El Karama au sous-comité d'accréditation de l'ONU, cette commission a été exclue de l'ONU. Elle a été déclassée et donc exclue de l'ONU
ce qui prouve un petit peu le peu de crédit que cette commission avait sur le plan international. Elle est d'ailleurs un peu à l'image de la diplomatie algérienne, malheureusement, qui fait peine à voir lorsqu'on voit les diplomates algériens au niveau du Conseil des droits de l'homme, par exemple. Ils font réellement pitié à voir et on voit très bien qu'ils souffrent de deux complexes fondamentaux. On voit très bien qu'ils sont les représentants d'un État illégitime d'abord, et puis ensuite et surtout qu'ils sont également les représentants d'un pays qui traîne des casseroles sur le terrain des droits de l'homme, qui a violé massivement les droits de l'homme pendant une décennie, et évidemment tout cela porte atteinte à l'image de l'Algérie à l'étranger. Et si on veut aujourd'hui restaurer l'image de l'Algérie, il est évident qu'on doit impérativement d'abord mettre un terme aux violations qui continuent à être commises, mais également à demander des comptes à ceux qui ont violé massivement. Mais comment, Rachid Mesli, qui va leur demander, qui va prendre en charge ce genre de demande? Qui? La société civile n'existe plus, ou presque pas. Oui, bien sûr, dans la conjoncture actuelle, il est difficile de demander des comptes à des gens qui sont encore au pouvoir. Mais les choses, vous savez, les choses peuvent changer, hein, et il ne faut pas désespérer. Il faut impérativement que la vérité et que l'histoire des violations, l'histoire des droits de l'homme soit réécrite, mais il faut également que la vérité se fasse. Et à cette occasion, je lance un appel solennel. Moi, je sais que dans les années 90, lorsque j'étais avocat en Algérie, il y avait dans les services de sécurité algériens, il y avait des agents de l'État, il y avait des officiers qui étaient des personnes respectables, il y avait des hommes d'honneur dans la police, dans l'armée, même dans le DRS. Certains l'ont d'ailleurs payé très cher, certains l'ont même payé de leur vie. Mais aujourd'hui, je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel aux hommes d'honneur, s'il y en a qui restent, s'il y a encore des hommes d'honneur dans l'armée, dans le DRS, dans la police, de parler, de dire la vérité, de répondre à l'appel de ces milliers de Aziz, hein, de parler. Beaucoup d'entre eux savent ce que les disparus sont devenus. Moi-même, lorsque j'étais détenu à Châteauneuf, au secret, moi-même, j'étais avec une trentaine de jeunes qui étaient détenus avec moi. Eh bien, sur cette trentaine de personnes, nous sommes seulement 3 à avoir été présentés devant un tribunal. Tous les autres ont disparu. Moi, j'ai vécu avec des personnes en détention qui ont été tuées sous la torture. Je connais des gens qui étaient avec moi détenus et qui ne sont jamais réapparus. Il est facile aujourd'hui de savoir qui est responsable. Nous connaissons tous les responsables, mais je lance un appel pour que la parole se libère, pour que tous les agents de l'État n'ont pas la même responsabilité. Ceux qui ont décidé d'envoyer l'Algérie en enfer sont les décideurs du coup d'État, sont ceux qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui sont les premiers responsables. Mais aujourd'hui, il faut que les autres témoignent. Il faut que les agents qui ont été impliqués dans cette répression témoignent et disent la vérité d'abord aux mères et aux familles des disparus. Merci Rachid Mesli, merci infiniment. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sofiane Choueter, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, juste, je voudrais parler sur les récentes arrestations et violations des droits civiques des citoyens. Je veux souligner que c'est grâce à l'impunité qui a été engendrée par le pouvoir. C'est cette impunité qui encourage de plus en plus de violations des droits humains. Voilà. Les gens qui pensent sérieusement qu'au nom de la réconciliation nationale, au nom de la paix,
on est obligé de ne pas faire la vérité, de ne pas poursuivre des auteurs des crimes graves contre les droits de l'homme. Ça peut aboutir à la pacification de la société, alors c'est le contraire. Ce sont beaucoup plus l'impunité qui est une grande injustice, une violation d'un droit, le droit de recours, le droit de victime à un recours quand elle est victime d'une violation de ses droits. C'est elle qui encourage. Je reviens un peu à l'histoire. Après les événements d'octobre 88, où il y avait des assassinats, des exécutions extrajudiciaires et des pratiques de torture dans des différents centres de la police politique et des brigades de gendarmerie. En 90, le gouvernement de Hamrouche, à cette époque, il a promulgué une loi en 90, une loi d'amnistie, qui a touché les opposants politiques, mais en même temps, on a introduit des dispositions où elle touche des auteurs de ces violations des droits humains, dans le général Nazzar. Et cette impunité qui a bénéficié les auteurs des massacres d'octobre, qui les ont encouragés 2 ans ou 3 ans après à réaliser leur coup d'État militaire et de provoquer toute une politique de crimes contre l'humanité. Donc, il est très important de lutter contre l'impunité. Justement, c'est pour sauver dans le futur nos droits et nos libertés. Comment ça se passe? Premièrement, il faut documenter cette violation des droits de l'homme. Soit encourager les anciens agents de l'État de témoigner, d'écrire leurs témoignages, ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, Général Ben Hadid a donné un certain point sur ça, et c'est pour ça qu'il a été, malheureusement, il a été emprisonné. On peut le considérer même comme un prisonnier d'opinion. Et en même temps, donc, documenter les auteurs, il faut les encourager à témoigner, de dire la vérité de ce qui s'est passé réellement, et de l'autre côté aussi de faire un appel aux victimes aussi, de toutes les victimes, disparitions forcées, torture, exécution sommaire, témoins, etc., de documenter, d'envoyer de plus en plus les témoignages aux organisations des droits humains, soit au niveau national, soit au niveau international, comme Al-Karama. Et là, je voudrais tellement aussi faire appel à mes confrères et mes amis avocats et défenseurs des droits humains, c'est aussi de ne pas négliger, comme l'a été souligné par Maître Nisli, l'utilisation des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, surtout au niveau des Nations Unies ou au niveau même régional, au niveau de l'Union africaine. Sur les cas, par exemple, de torture ou de mauvais traitement, ça peut rentrer aussi dans le cadre les Nations Unies ont créé un rapporteur des Nations Unies. Pourquoi Sofiane Choueter, pourquoi vous, tous ces militants des droits de l'homme qui vous trouvez aux 4 coins du monde et en Algérie, qui animaient des organisations, des ONG, des associations, et aussi l'opposition politique sincère, honnête, qui est dans la vraie opposition, pourquoi n'appelez-vous pas à une dynamique collective, collégiale, pour pouvoir vous unir tous ensemble afin de pouvoir forcer un peu cette chape de plomb et vous adresser directement aux Algériens pour essayer de les faire bouger dans le sens du droit et dans le sens du respect des droits de l'homme? Écoute, même si j'ai quitté le pays, je suis en contact surtout avec les familles qui disparues, donc par des conseils, je leur donne d'ailleurs même Maître Messier la même chose, ils font du bon travail au niveau des mécanismes de protection des droits humains. Donc nous, on peut les encourager, on peut les donner des conseils, mais aussi pour rédiger les plaintes. Nous avons besoin de ces cas de violation et on peut prendre en charge ces cas, de les déposer au niveau des instances internationales. Donc on est disponible pour ça d'ailleurs. Donc on encourage, je souligne l'encouragement que nos avocats et les défenseurs des droits humains de faire appel, de faire une pression, de démontrer que le régime, contrairement à ce qu'il dit au niveau international, qu'il a ratifié les plus importants traités et conventions relatives aux droits humains, mais dans la réalité, il les viole. Alors non seulement il les viole par des pratiques, mais aussi au niveau législatif. Là, Amnesty International, par exemple, dans le communiqué, elle souligne exactement, qu'il y a des dispositions nationales dans le code pénal
qui expressément viole les droits constitutionnels et les droits qui sont garantis par les traités et les conventions ratifiées par l'Algérie. Et là, c'est grave quant à l'état législatif. La technique de ce régime, Jamaldine, c'est qu'il garantit, dans la Constitution, il fait ce qu'on appelle des droits, reconnaît des droits, mais en même temps, il exerce avec des lois qui vident le sens de ces droits constitutionnels. Et ça aussi, c'est la complicité aussi de certains, malheureusement, de certains députés, de certaines tendances politiques et partis politiques qu'ils n'ont pas. Merci, Sven Schwitter. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Encore un tour de micro. Donc, Maître Ahmin, pour conclure, est-ce que Nordine Ahmin est avec nous? Oui, je vous entends. Donc, un commentaire, si vous voulez, pour conclure. Bon, ce qu'il faut dire, c'est vrai, je viens d'entendre ce qui a été dit sur le mouvement des droits de l'homme en Algérie. C'est malheureusement, c'est vrai, ces dernières années, il a pris un coup sévère, et il faut que les gens se ressaisissent. Ouais, c'est une occasion, je fais appel justement, il faut que les gens se ressaisissent et on ne s'amuse pas avec les droits de l'homme. Sauf, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai fait un commentaire là-dessus, et on continue, on persiste sur cette voie. Je m'adresse à des personnes bien déterminées. Si on persiste sur cette voie, ça devient une complicité. Ça devient une complicité avec le régime, avec le système, avec le pouvoir, pour justement affaiblir davantage le mouvement des droits de l'homme, et ça, on n'a pas le droit. Donc on doit tous se ressaisir, relancer, reconstruire ce mouvement qui a été un mouvement très très fort, même dans les moments très difficiles. Justement, pendant la décennie sanglante, la LADDH était parmi était un porte-parole des gens qui souffraient. Elle faisait face à la situation et même sa voix portée à l'échelle même internationale à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, ce mouvement a connu un recul. On se doit de se ressaisir. Merci, Nordine Ahmin. Saleh Dabbouz, un dernier mot. Saleh Dabbouz. Est-ce que Saleh Dabbouz est avec nous? Nous avons perdu Saleh Dabbouz malheureusement. Je vais vous passer une courte vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la regarder. L'Algérie, un pays où les droits de l'homme s'améliorent sensiblement et les libertés sont respectées. Le pays est resté uni malgré les tentatives de déstabilisation et la décennie noire. Aucun prisonnier politique ou d'opinion n'est enregistré. L'Algérie a franchi plusieurs étapes pour en arriver là, passant par la concorde civile et la réconciliation nationale. L'Algérie a revu également son système juridique en l'adaptant aux nouvelles donnes sociales. Il était alors question de réviser le code pénal en renforçant les lois portant sur la lutte contre le terrorisme, en incriminant le kidnapping d'enfants et en luttant contre toute forme de violence envers la femme. La détention préventive a été aussi un des points revus. Surtout lorsqu'il s'agit des pays arabes, l'Algérie a fait de grands pas en avant. On peut dire même grandiose tant que nous avons renforcé la démocratie, la liberté des personnes et les droits sociaux. L'essentiel, l'État algérien s'est chargé de tous ces aspects et a trouvé une solution, pas complète certes, mais partielle. La société civile a aussi beaucoup fait pour arriver à ce résultat. Des projets de réforme politique proposés par plus de 52 mouvements politiques, un champ ouvert aux médias notamment audiovisuels en attendant de mieux l'organiser et un tiers des sièges du Parlement réservés aux femmes, du jamais vu dans aucun des pays arabes. Des libertés d'entreprise et des personnes qui seront appuyées grâce au futur projet de révision de la Constitution. Il y a plusieurs idées des opposants politiques que la Constitution a adoptées, notamment en ce qui concerne les élections, à savoir la création d'une commission autonome. Et c'est le président de la République en personne qui a donné des instructions pour les appliquer.
Ce sont des acquis qui ont qualifié l'Algérie pour être élue dernièrement en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour 3 années. Une reconnaissance internationale pour tous les efforts entrepris dans ce domaine par l'Algérie. Salah Dabouz, vous avez entendu ce qui vient de se dire à la télévision publique algérienne? J'ai entendu. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire brièvement? Écoutez, bon, j'ai entendu juste la dernière phrase qui veut dire que l'Algérie était choisie dans le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme parce que le régime respecte les droits de l'homme, ou alors, si j'ai bien compris... Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Je ne pense pas que ça soit la raison du choix de l'Algérie dans ce conseil, où je ne sais pas dans quelles conditions l'Algérie a été choisie. En tout cas, ce que je sais et ce que je connais bien, c'est la situation des droits de l'homme en Algérie. Et donc, si le régime pense qu'il peut camoufler tout ce qui se passe en Algérie, je pense que soit les gens qui sont à l'intérieur du régime, ils n'ont plus de cervelle, donc ce sont des choses qu'on ne peut plus cacher, ou alors ils pensent vraiment pouvoir mentir au niveau international comme ils essaient de le faire au niveau national. De toute façon, même au niveau national, il n'y a personne qui les croit. Eux-mêmes ne croient plus leurs mensonges, mais au niveau international, ils n'ont qu'à essayer, parce que à ce niveau-là, ça ne se passe pas de cette manière. Il y a des conventions, il y a des preuves à présenter. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire à toutes les victimes des atteintes aux droits de l'homme au niveau national de faire des doubles actions, c'est-à-dire de chercher, c'est pour valider et pour faire assumer la responsabilité aux gens qui font des atteintes aux droits de l'homme au niveau national, donc de faire des actions au niveau national, mais aussi de faire des actions au niveau international. Il ne faut pas se taire. J'ai fait une petite tournée en Europe il y a quelques semaines, et j'ai compris que beaucoup de choses n'arrivent pas au bon endroit et au bon moment. Des gens étaient très très étonnés, des experts étaient très très étonnés quand je leur ai montré juste quelques vidéos de ce qui se passait à Radaya. Des députés, par exemple, de l'Union européenne étaient étonnés, et la question qu'ils m'ont posée, qu'est-ce que fait notre ambassadeur en Algérie, et ils m'ont promis de lui poser la question. Donc, je pense que la société civile doit développer des efforts très très importants dans ce sens, c'est-à-dire de faire savoir au niveau international, avec des documents à l'appui, et un travail très très technique, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait trop d'insultes, il faut juste avoir des faits et des références par rapport aux lois nationales et internationales pour démontrer toutes les atteintes, et c'est très très facile à faire parce que les atteintes, elles sont très très nombreuses. Vous savez, aujourd'hui, il faut que tout le peuple algérien, je pense qu'il devient militant des droits de l'homme. Merci Salah Dabouz. Alors, nous allons demander l'avis très rapidement à Sofiane Choueter. Est-ce que vous avez entendu ce qui vient de se dire à la télévision algérienne? Ça n'a aucun sens. On voit par exemple toutes les recommandations et les décisions rendues par exemple par le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture qui condamnent l'Algérie dans des situations. On voit aussi par exemple dans les rapports, soit par des ONG comme Amnesty International sur la situation des droits de l'homme, c'est dramatique, mais aussi par certains gouvernements comme chaque année le rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme, où il fait état aussi que les droits et les libertés ne sont pas respectés, sont violés de plus en plus par ce régime. Merci Sofiane Choueter. Un dernier mot, Rachid Mesri, très brièvement, donc commenter ce qui vient de se dire à la télévision publique algérienne. Oui, alors c'était assez surréaliste ce qui se disait. Bien sûr, ça ne reflète pas la réalité, mais vous savez, une élection au Conseil des droits de l'homme, ça ne veut pas dire que le pays respecte les droits de l'homme ou que le pays est respecté par la communauté internationale. Vous savez, le régime de Kadhafi était aussi à présider le Conseil des droits de l'homme. Dans les pires moments,
tout simplement parce que les États sont élus comme membres du Conseil des droits de l'homme à tour de rôle et ils sont élus sur une base régionale et il suffit que quelques pays africains décident d'élire. D'ailleurs, le Maroc a été également élu en même temps que l'Algérie. Et donc, ça ne veut absolument pas dire que l'État en question est respecté ou que l'État en question a l'aval de la communauté internationale. Merci Rachid Mesli, merci Aziz, merci Zahra Boras, merci Wassila Ballatrash, merci Mohamed Oulehlou, merci Badreddine Gerfa, merci Rachid Mesli, merci Nordin Ahmin, merci Sofiane Chouiter, merci Saleh Dabouz. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les droits de l'homme dans nos pays continuent d'être des mots creux, sans aucune vraie substance. Nos dirigeants et les dirigeants occidentaux se sont mis d'accord sur notre dos pour nous livrer pieds et poings liés à la pire des prédations. Mais un vent de liberté est en train de souffler sur les peuples. Même si tout est fait pour dévoyer, pour altérer, faire se dégénérer les soulèvements populaires, comme cela fut le cas des printemps arabes, oui, les printemps arabes, un vent de liberté est en train de souffler sur les peuples. Des milliards de militants, chevauchant de petites souris électroniques, entrent en contact les uns avec les autres sur toute la planète. Ils ont pris langue, ils se parlent, ils vont les uns vers les autres. Ils mettent en place de vastes agoras où s'échangeront les convictions et les professions de foi. Le monde va devenir place de la République pour tous les humains épris de liberté. Il ne reste plus au peuple que de trouver le chemin de l'union pour que vienne enfin l'heure de la délivrance et de la dignité. Salam alaikum wa ala khair.